بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie numéro 4, toujours chapitre 2, système de communication, le module télécommunication fondamentale. Nous sommes arrivés aux caractéristiques du support de transmission et on va commencer par la bande passante. Donc, c'est quoi la bande passante d'un canal de transmission? Bien sûr, c'est une bande de fréquences dans laquelle les signaux appliqués à l'entrée de ce canal ont une puissance de sortie supérieure à un certain seuil. En général, on va caractériser un canal par sa bande passante toujours à moins 3 décibels. Donc, vous avez A en décibels égal à 10 log décimal de la PS sur PE, sachant que PS, c'est la puissance du signal reçu et PE, c'est la puissance du signal d'émission. Donc, est égal à 10 log décimal de 1,5 qui est égal à moins 3 décibels. Pardon. Deuxième propriété ou bien deuxième caractéristique, c'est bien sûr la capacité de transfert de données qui est définie par la largeur de bande grand L du signal. Donc, C égale dans ce cas est égal à B log 2 de 1 plus la puissance euh, du signal, la réception, divisé par la puissance du bruit, donc est égal à B log 2 de 1 plus SNR. C'est quoi le SNR? Tout simplement, c'est le rapport signal sur bruit, sans oublier que la capacité de transfert de données, l'unité, c'est bits par seconde. Voici un exemple. Si vous avez une ligne téléphonique qui a une bande passante de 4000 Hz, un rapport signal sur bruit de 10 décibels, quelle est dans ce cas sa capacité maximale théorique de transmission en bits par seconde? Après application numérique, bien sûr, on va appliquer C est égal B log 2 plus le SNR, donc est égal B égale la bande passante, c'est 4000, le rapport signal sur bruit, c'est 10, donc est égal 4000 par log 2 de 1 plus 10, donc est égal 13 838 bits par seconde. On passe maintenant au taux de bits erroné, donc le BER, donc le taux de bits erroné, BER, bit error rate en anglais, c'est le nombre de bits erronés sur un nombre total de bits reçus. Donc le BER égale le nombre de bits erronés divisé par le nombre total de bits reçus. On passe maintenant à autre chose, toujours les supports de transmission, et on va voir quels sont les différents types de supports de transmission. Et on va commencer par le câble filaire torsadé. Un câble filaire bifilaire torsadé, donc il a une bande passante faible de l'ordre de 1 MHz, est réservé pour les transmissions à bas débit. Exemple, utiliser le domaine de réseau informatique filaire et en pratique, nous avons plusieurs paires sont regroupées ensemble et enveloppées dans une gaine de protection pour former un câble de télécommunication. Nous avons que la ligne bifilaire convient pour les fréquences les plus basses, mais au-dessus de 30 kg. D'une part, la ligne bifilaire se comporte comme une antenne, tout simplement. Sachant que l'onde n'est plus entièrement guidée car une partie est perdue par radiation vers l'extérieur de la ligne. Deuxième type de support de transmission, c'est le câble bifilaire torsadé. Quel est le but de la torsade? C'est bien sûr de confiner la radiation parasite entre les deux fils. Et d'autre part, ce type de ligne possède une capacité parallèle équivalente, non négligeable, proportionnelle à sa longueur, bien sûr qui va réduire la ligne à un court-circuit aux très hautes fréquences. Quel est l'usage le plus commun de la paire torsadée en télécommunication? C'est bien sûr utilisé pour les liaisons téléphoniques d'abonnés dont l'impédance caractéristique typique est de 600 ohms. Nous avons deux types. Nous avons soit une paire torsadée non blindée ou bien ce qu'on appelle le UTB
Enchiled Twisted Pairs, ou bien paire torsadée blindée, le STP, ça dit Childer Twisted Pairs. Toujours avec le support de transmission et les types, nous avons un troisième type, ce sont les câbles coaxiaux. Un câble coaxial, tout simplement, il est constitué d'une tresse cylindrique externe en cuivre qui représente la masse du signal et agit comme un écran à l'onde guidée. Vous avez un fil de cuivre appelé âme situé sur l'axe du câble. Il va transporter bien sûr notre signal. Donc, le câble coaxial, nous avons un amont cuivre, isolant plastique, blindage en tresse de cuivre et une gaine isolante. L'isolant qui va séparer, qui va, qui les sépare, bien sûr, est constitué d'une matière, par exemple le polyéthylène, conçu pour minimiser l'atténuation de l'onde guidée. Les fuites par radiation sont énormément réduites et utilisées pour des fréquences allant jusqu'à 1 GHz. Il existe deux standards d'impédance. Vous avez le 50 ohms et le 75 ohms. On passe maintenant à la fibre optique. C'est quoi la fibre optique? Tout simplement, la fibre optique est constituée d'un matériau transverse, isolant flexible. La silice CO2, donc de forme cylindrique, sa section transversale est divisée en partie centrale appelée cœur, qui est entourée d'une gaine d'indice de réfraction légèrement plus élevé. Le tout est protégé par une couche plastique extérieure. Nous avons que le diamètre extérieur de la fibre est inférieur au millimètre. En pratique, plusieurs fibres optiques sont rassemblées dans un câble à l'intérieur d'une gaine blindée pour la protection mécanique. Donc, vous avez la gaine optique, un cœur plus une enveloppe protectrice. Toujours avec la fibre optique, on passe au principe de fibre optique. La fibre optique, c'est un guide d'onde qui exploite les propriétés réfractrices de la lumière. Elle est habituellement constituée d'un cœur entouré d'une gaine. Le cœur de la fibre a un indice de réfraction légèrement plus élevé, sachant que, différence de quelques millimètres, que la gaine ne peut donc confiner la lumière qui se trouve entièrement réfléchie de multiples fois à l'interface entre les deux matériaux, en raison du phénomène de réflexion totale interne, bien sûr, et l'ensemble est généralement recouvert d'une gaine plastique de protection. Maintenant, lorsqu'un rayon lumineux entre dans une fibre optique à l'une de ses extrémités avec un angle adéquat, il subit de multiples réflexions totales internes. Ce rayon se propage alors jusqu'à l'autre extrémité de la fibre optique sans perte et en empruntant un parcours en zigzag, comme vous voyez dans cette figure. La propagation de la lumière dans la fibre peut se faire avec très peu de pertes, mais lorsque la fibre est courbée. Toujours avec la fibre optique, nous avons trois modes, soit un mode de fibre monomode. Dans ce cas, les indices de réfraction sont tels que N1 supérieur à N2. Le rayon laser est canalisé. Cette fibre permet de haut débit, mais est assez délicate à manipuler et présente des complexités de connexion. Deuxième modèle, c'est la fibre multimode à gradient d'indice. Dans ce cas, les rayons lumineux se déplacent par réflexion sur la surface de séparation 1 supérieur à 2 et met plus de temps de déplacement que le rayon de fibre monomode. Donc, vous avez l'entrée à la fibre et la sortie. On passe maintenant à la fibre multimode à saut d'indice. Dans ce cas, l'indice de réfraction décroît depuis le centre vers les bords de tube. Voici l'entrée et qu'est-ce qu'on va récupérer à la sortie?
Pour les guides d'onde, donc un guide d'onde, c'est un système physique qui sert à guider les ondes électromagnétiques ou bien les ondes acoustiques pour les maintenir confinées dans un milieu particulier sur une certaine distance. Les notions de propagation guidée et de guide d'onde se rencontrent, notamment en physique, en optique et en télécommunication, à des échelles métriques centimétrique ou bien inférieur dans un certain circuit intégré, par exemple. Sachant que les guides d'onde sont utilisés en télécommunication aux hyperfréquences pour les micro-ondes de 3 GHz à 300 GHz pour les transmissions sur courte distance de signaux bien sûr à très haute puissance. On passe maintenant aux communications sans fil. Dans une communication sans fil, en utilisant l'air comme un support de transmission. La nature physique du signal utilisé, tout simplement, c'est une onde électromagnétique avec des fréquences allant de 3 kg jusqu'à 300 GHz, ou bien en optique avec des fréquences de l'ordre de 1014 GHz. Pardon. En électromagnétisme, on sait bien qu'en optique, il y a deux façons selon lesquelles le signal se propage. Nous avons la propagation libre R et la propagation guidée à travers guidance. Toujours avec communication sans fil, dans ce type de support, la propagation d'une onde dans l'atmosphère, par exemple transmission par satellite, fuseau hertzien et communication mobile, elle s'étend sur un spectre très large de plusieurs kilos à plusieurs gigas. Nous avons que dans l'air, les ondes optiques sont aussi utilisées en télécommunication, mais uniquement dans la bande infrarouge. Sachant que l'onde électromagnétique est très souvent désignée par une onde hertzienne ou bien radio pour toutes les fréquences de 3 kg jusqu'à 300 GHz pour les radiofréquences RF. Dans l'air en propagation libre, l'onde subit une atténuation due uniquement à la distance parcourue et proportionnelle à celle-ci en l'absence de tous obstacles aux matériaux traversés, bien sûr. Cette onde interagit avec les obstacles et les matériaux qu'elle traverse selon les lois de l'optique géométrique. Comme un rayon lumineux, elle peut subir une réflexion, une réfraction ou bien une diffraction. Toujours les communications sans fil, on peut trouver des propagations par onde de sol, la fréquence inférieure à 2 mégas, réflexion ionosphérique, la fréquence entre 2 mégas et 30 mégahertz, bien sûr, la propagation en vue directe, la fréquence elle est très supérieure à 30 MHz. Vous trouvez les ondes radioélectriques, la radiofréquence ou bien les ondes hertziennes, sachant que la fréquence varie de 30 kg jusqu'à 300 gigas et lambda varie de 10 km jusqu'à 1 millimètre. Pour les micro-ondes, les hyperfréquences, la fréquence varie de 300 mégas jusqu'à 300 gigas, longueur d'onde lambda de 1 mètre à 1 millimètre. Vous voyez bien la description dans cette image pour chaque type. Maintenant, on va parler du perte de propagation. Toujours, nous avons que le signal va subir des atténuations. La réception par un récepteur situé à une distance d à l'émetteur. Dans ce cas, vous avez 1 sur A égale lambda sur 4 pi d, le tout élevé au carré. La transmission en espace libre conduit à un affaiblissement géométrique dépendant uniquement de la fréquence et de la distance. Donc, l'atténuation en fonction de distance-fréquence égale à 4 pi sur c par d par f, le tout élevé au carré. Si on va l'avoir en décibels, on va ajouter 10 log décimal de la même formule.
Dans ce cas, on obtient l'atténuation en décibels égale à 32,4 plus que 20 log de la distance, l'unité en kilomètres, plus 20 log la fréquence en mégahertz. On termine avec le bilan de liaison. Vous avez que la relation entre puissance reçue et transmise entre deux antennes séparées par une distance D décrit une formule de Fries. Donc, PR sur PT est égal à lambda sur 4PD élevé au carré par GT par GR. La puissance reçue PR a une distance D de la source est donnée par PR, c'est la puissance reçue, PT, c'est la puissance transmise. GR, c'est le gain de l'antenne de réception. GT, c'est le gain de l'antenne d'émission. A, c'est l'atténuation. D, c'est la distance entre émetteur et récepteur. Dans ce cas, PR, ça sera la puissance reçue, c'est la puissance transmise multipliée par le gain de l'antenne d'émission, multipliée par le gain de l'antenne de réception, par 1 sur A. On peut avoir la puissance reçue en décibels, donc ça sera la puissance de transmission en décibels, plus le gain de l'antenne d'émission en décibels, plus le gain de l'antenne de réception en décibels, moins l'atténuation en décibels. On termine avec la longueur d'onde. Elle représente tout simplement la distance parcourue par l'onde pendant une oscillation ou bien une période, sachant que lambda est égal à C sur F, sachant que la taille de l'antenne est proportionnelle à la longueur d'onde. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo. Inch'Allah, je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine.